Bonjour, merci à tous d'être. Alors, c'est un peu bizarre de faire ce webinaire et ce programme spécial 2021 sur les impacts de la crise Covid-19 sur la prise en charge du glaucome. Bienvenue à tous. Gros avantage, c'est qu'on est chacun derrière notre écran. On n'a pas besoin des gestes barrières et en particulier, on n'a pas besoin du masque. Bonsoir, je suis le docteur Gérald de Kerzec. Je suis médecin hospitalier, urgentiste et réanimateur. Et j'ai une double casquette pour ceux qui regardent un peu TF1 LCI. Je suis le médecin du groupe TF1 LCI dans les locaux desquels je suis après avoir passé une journée au centre de vaccination de l'Hôtel-Dieu. Et je suis ravi d'animer, d'être un peu l'anime docteur de cette soirée qui va durer une bonne heure avec une première partie qui sera réservée à cette prise en charge du Covid en général. Et je vais pendant quelques minutes en faire l'introduction. Puis comment la prise en charge de la maladie a-t-elle été impactée par la pandémie. Et nous avons Madame Catherine Curuchet des laboratoires Centaine, qui est directrice générale, qui va nous faire part des résultats d'une enquête qui ont été menée et qui montre comment cette prise en charge a été affectée par le Covid. Ensuite, nous aurons les professeurs Philippe Denis, qui est médecin ophtalmologiste, chef de service de l'hôpital de la Croix-Rousse, professeur des universités, qui est président aussi de la Société française du glaucome, qui interviendra en binôme avec Florent Aptel, le professeur Florent Aptel, qui est lui aussi ophtalmologiste et qui est président du conseil scientifique de l'association France Glaucome, et qui nous feront un peu un point sur cette crise Covid justement et sur la prise en charge du glaucome à l'hôpital. Et puis, il n'y a pas que l'hôpital, il y a aussi la médecine de ville. Et François Pelen, qui est ophtalmologiste et qui est en même temps, j'allais dire, aussi entrepreneur, puisqu'il est cofondateur du groupe Point Vision, nous fera part de cette prise en charge côté ville, côté médecine libérale. 19h10, 19h20, nous aurons un témoignage avec un regard d'une ancienne cadre de santé au CHU de Bordeaux, mais qui est maintenant patiente et bénévole de l'association France Glaucome. C'est Madame Mère Mettet, qui est avec nous en direct de Bordeaux. Et ensuite, nous débattrons sur comment éviter les retards de soins et de dépistage. N'hésitez pas, d'ores et déjà, vous avez une partie de chat qui vous est ouverte à poser vos questions. On débattra et je suis sûr qu'il y aura beaucoup de questions à propos de cette prise en charge du Covid, de vos pathologies. Alors, évidemment, ce n'est pas de la téléconsultation, mais en tout cas, on pourra répondre le mieux que nous pouvons à vos interrogations sur cette crise Covid. Je voudrais démarrer et saluer nos invités. Alors, pour des raisons de logistique, on ne va pas faire de tour de table ou de tour de caméra, mais je vois qu'ils sont tous avec nous. Et je salue tous nos invités et tous nos participants. Merci à l'UNADEF d'organiser ce webinaire. Je voudrais juste faire ce point d'actualité parce qu'on voit bien que l'actualité, elle rebondit un peu sur la Covid. Quand vous avez allumé vos postes de radio, de télévision hier, vous avez vu qu'on était sur un discours un peu plus alarmiste et que finalement, on oscille depuis l'année dernière, depuis mars 2020, premier confinement. On oscille dans des discours qui sont parfois assez contradictoires, assez flous, de plateaux télé avec des alarmistes d'un côté, des rassuristes de l'autre. Et il est un peu compliqué, y compris pour nous d'ailleurs, professionnels de santé, et j'en discute souvent avec des collègues qui ne sont pas en plein cœur de la crise Covid parce que pas aux urgences, pas en réanimation et qui ont parfois un peu du mal à avoir une représentation. Idem côté chirurgical avec des déprogrammations, et vous avez vu que l'actualité de ces derniers jours, c'est de dire 40% des activités non urgentes de l'hôpital vont être déprogrammées, en particulier chirurgicales, et on y reviendra avec les deux ophtalmologistes parce que ça a un impact sur l'activité de chirurgie ophtalmologique. Mais donc l'idée de ce point d'actualité, c'est de faire un peu, d'avoir un regard un peu objectif, ni alarmiste, ni rassuriste, mais vraiment pragmatiste, ce que je fais tous les soirs sur téléphone ou quasi tous les soirs. Où est-ce qu'on en est? On en est qu'on a une épidémie avec 80 000 morts. 80 000 morts, ça peut paraître énorme. Et toute mort est insupportable et peut-être une mort de trop, mais quand on regarde dans les chiffres, et je vous invite à aller voir le bulletin épidémiologique hebdomadaire de Santé publique France, quand on regarde l'âge de décès moyen, il est de plus de 80 ans, 82, 83 ans en fonction des semaines, et l'âge médian des décès est de 85 ans. Donc on a plutôt une pathologie qui tue, mais qui tue tardivement, avec une médiane d'âge à 85 ans, c'est-à-dire au-delà de l'espérance de vie en France, qui est de 82 ans et même un peu moins pour les hommes. Donc déjà, ce premier chiffre permet de balayer un peu des idées reçues ou parfois des coups de zoom ou des coups de loupe qui sont mis sur des pathologies, une pathologie qui tuerait les jeunes, des jeunes qui sont en réanimation. Plus de 92,7% des patients, 92,7%, c'était le dernier bulletin épidémiologique, des patients
qui sont en réanimation et qui décèdent ont plus de 65 ans. Donc, on est vraiment sur une pathologie liée à l'âge et pas une pathologie des sujets jeunes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sujets jeunes et comme tout le temps en médecine, il y a une minorité de cas. Quand je vous dis 92,7, ça veut dire que 7,3% ce sont des sujets de moins de 65 ans et on a une mortalité qui est relativement faible chez les plus jeunes. Juste à titre de comparaison, parce que là aussi, depuis des mois, on nous égrène des chiffres de mortalité sans nous donner finalement combien il y a de morts par jour. En temps normal, hors période de Covid, il y a 1700 morts par jour. Je crois que c'est important de le rappeler. Quand il y a une épidémie de grippe, en plein pic de l'épidémie de grippe, on a jusqu'à 200, 300 décès par jour de grippe. Alors, vous allez me dire, c'est 15 000 morts annuels de la grippe. Oui, mais on ne compte probablement pas tous les décès liés à la grippe. Et la manière de comptage des Covid qui est très exhaustive, peut-être surexhaustive actuellement, elle ne l'est pas quand c'est la grippe. Je ne suis pas en train de minimiser, je suis juste en train de recontextualiser ces chiffres du nombre de morts. Le taux de mortalité, il est de 0,1%. Quand vous prenez le nombre de morts sur le nombre d'habitants, qui sont les habitants français, on a un taux de mortalité qui est inférieur à 0,1%. Le taux de létalité, qui est le nombre de morts sur les gens atteints, il est très difficile à calculer. Mais il n'est pas de l'ordre de 30%. Là aussi, au début de la pandémie, on avait peur, un virus chinois mystérieux. Tout ça, tous les ingrédients de la peur étaient réunis et on voyait des jeunes en réanimation mourir, en particulier ce médecin ophtalmologiste d'ailleurs qui est mort à Wuhan. Ça a fait paniquer le monde entier. Quand on regarde un an après, le taux de létalité, il est de 2-3%, c'est-à-dire le nombre de morts sur le nombre de cas, sachant que le nombre de cas est très difficile à calculer, à dénombrer, parce que les gens qui ne se font pas tester, ils ne sont pas dénombrés dans les cas, et pourtant ils devraient être dans le dénominateur. Donc, on voit bien que cette pathologie, on sait mieux la prendre en charge aussi. Et entre les premières prises en charge à Wuhan il y a un an et maintenant, le pronostic a été, j'allais dire, métamorphosé. On ne parle que du prisme de la réanimation. Or, l'immense majorité des malades, ils sont pris en ville. Ils sont pris par les médecins traitants, ils sont pris en charge. Et puis, quand la situation médicale déborde, quand il y a des comorbidités, quand la personne est âgée, quand on voit que la saturation est en train un peu de faiblir, quand il y a des signes de complications et en particulier de pneumonie, eh bien c'est là où il y a un relais qui est passé à l'hôpital et ce n'est pas forcément la réanimation. Et c'est de moins en moins la réanimation, puisque cette pathologie, la prise en charge a été métamorphosée, notamment depuis l'été dernier, avec prise en charge précoce, oxygénothérapie précoce, scanner précoce pour dépister une pneumonie, la fameuse pneumopathie Covid. Et donc, dès qu'on a une pneumonie et dès qu'on a une désaturation, oxygène en hospitalisation ou même en ambulatoire. On met des patients en ambulatoire qui n'ont pas de comorbidité, pas très âgés, et ils ont de l'oxygénothérapie à la maison avec une saturation en oxygène qui est surveillée au bout du doigt. Et les choses peuvent passer, et notamment ce cap des premiers jours. Et puis la dexaméthasone, qui est la cortisone, qui a révolutionné là aussi la prise en charge, et les anticoagulants. On perdait beaucoup de malades l'année dernière, je me rappelle en mars-avril, j'étais en plein secteur Covid à l'hôpital Cochin, on perdait beaucoup de malades de phlébite embolie pulmonaire. Et donc maintenant, ces caillots, vous savez, qui se forment dans les jambes et puis qui vont partir au niveau de la circulation pulmonaire, on sait mieux les détecter grâce au scanner et surtout, on sait mieux les traiter. Donc tout ça pour dire que le pronostic, non seulement les chiffres de mortalité ne sont pas si effroyables, même si, encore une fois, ils sont importants, le pronostic a été radicalement changé par la prise en charge précoce. Et puis, ce qui va changer, et ce n'est pas du traitement, mais c'est du traitement préventif, c'est bien sûr la vaccination. J'étais aujourd'hui toute la journée dans un centre de vaccination à l'Hôtel-Dieu. Ça vaccine à tour de bras. Alors, on est à 4-5% de la population qui a reçu au moins une première dose. C'est sûr que ce n'est pas comme en Israël où plus de 70% des patients, enfin des citoyens ont reçu leur vaccination, mais on commence à arriver notamment sur les populations les plus à risque. Les plus à risque, c'est les plus de 65 ans, vous l'avez compris, et donc il y a vraiment une priorité qui est donnée. Alors, plus de 50 ans à 74 ans pour les patients avec comorbidité, avec des pathologies cardiaques, respiratoires, chroniques, et puis surtout les plus de 65-75 ans qui étaient un peu les patients un peu laissés pour compte. Et là, ça y est, ce trou dans la raquette est en train d'être comblé avec la vaccination. Pfizer ou Moderna, qui sont les vaccins à ARN messager, ou avec l'AstraZeneca, et bientôt avec le Johnson Johnson. Et c'est clairement la vaccination qui va changer la donne de l'épidémie. On voit l'efficacité en Écosse, on voit l'efficacité en Israël, j'en parlais à l'instant, avec dans les classes les plus à risque, les plus de 65-75 ans, qui maintenant, grâce à une bonne couverture vaccinale, font moins de formes graves. Et donc, le corollaire, c'est que les gens qui viennent en réanimation sont plutôt des gens plus jeunes,
mais avec un meilleur pronostic. Je voudrais vraiment garder le tempo et on est à 18h40, donc j'ai fini un peu cette partie introductive et évidemment, posez vos questions sur le chat, je serai prêt à y répondre. Je voudrais passer la parole en quelques minutes à Madame Catherine Curuchet, qui est directrice générale des laboratoires Centaines, pour justement nous faire ce petit panorama des résultats de l'enquête que vous avez menée sur l'impact de la pandémie. On a entendu beaucoup de choses à la télé, ça a peut-être dissuadé les gens d'aller se faire soigner. Vous avez fait une enquête. Oui, merci. On vous entend parfaitement. Parfait. Merci beaucoup en fait de ce beau panorama d'introduction. Donc, je vais partager avec vous en quelques minutes en fait, les résultats d'une enquête qu'on a fait auprès de patients glaucomateux en Europe. Donc, 2000 patients qui ont été interrogés sur la période février 2021. Donc, c'est assez récent, dont 250 en France. Et les résultats en fait sont très cohérents entre la France et l'Europe. Donc, le premier élément en fait qu'il faut, je dirais, retenir de ça. Alors, il y a un petit… Oui. Excusez-moi, ça va venir. Donc, voilà, le premier fait marquant, en fait, c'est qu'on sait qu'environ, et c'est les patients qui nous le disent, que 2/3 des patients, en fait, sont très conscients du risque, en fait, de perte de vision s'ils ne suivent pas, je dirais, le traitement tel qu'il a été prescrit par leur médecin et respecter à la lettre les consignes également qui leur ont été données pour prévenir la perte de vision liée au glaucome. En revanche, on sait et on voit également que seul un tiers en fait, des personnes interrogées reconnaît l'importance des visites de contrôle régulières chez le médecin. Donc, le fait marquant, c'est que c'est quand même, il y a une bonne prise de conscience sur le fait que traiter son glaucome, ça a un impact sur le risque en fait, de perte de vision. L'autre élément très important, c'est que évidemment, on voit, et ce n'est pas forcément, je dirais, une surprise, que la pandémie en fait, a eu un impact certain sur la prise en charge de leur maladie. 55% des patients admettent ne pas avoir utilisé leur goutte, enfin leur traitement, hein, c'est principalement des collyres, conformément, je dirais, à l'ordonnance. Et puis, 50%, donc c'est à peu près la moitié, hein, disent qu'ils n'ont pas pu se rendre à leur visite de contrôle à cause de la pandémie, qu'ils n'ont pas pu aller chercher leurs médicaments prescrits par leur glaucome comme il aurait dû faire, et enfin qu'ils n'ont pas pu non plus réussi à échanger avec leurs professionnels de santé pendant, je dirais, cette période, alors que ce soit par téléphone, en télémédecine ou, je dirais, dans leur rendez-vous régulier. Et au-delà, en fait, de ces chiffres, probablement, je dirais, on va dire une charge émotionnelle ou une part, puisque 40% des personnes interrogées disent qu'ils ont été trop occupés par des obligations domestiques ou familiales à cause de la Covid pour aller chercher leurs médicaments prescrits. Donc, en conclusion, et pour lancer le débat, une vraie conscience de la nécessité de bien prendre en charge son glaucome pour se prémunir d'une perte de vision, mais un impact certain sur de la pandémie, en fait, sur la manière dont les patients ont géré leur maladie pendant cette période. Voilà, je dirais en quelques mots, hein, les éléments clés. Il y a beaucoup plus d'éléments, mais je pense que ça pose un petit peu le débat. Oui, hein, on voit l'impact effectivement. Alors, je ne suis pas étonné, mais sur la raison, 41% sont trop occupés. Est-ce que vous avez pu tester le niveau d'anxiété? Est-ce que parce que vous aviez peur d'aller à l'hôpital ou chez votre médecin, c'est quelque Oui, chose qui a été testé oui, dans les questions? c'est quelque chose qui a été testé dans les questions, et il y a un pourcentage significatif. Donc, de mémoire, hein, c'est environ je crois que c'est 25% en fait, des patients qui ont clairement exprimé leur anxiété, hein, par rapport à ça, voilà, de sortir de chez eux, d'aller à l'hôpital, d'aller voir le médecin, d'aller à la pharmacie par rapport au Covid. Donc, une claire anxiété. D'accord. Et deuxième question, est-ce qu'on a un référentiel qui pourrait nous dire que bah, cette peur-là, elle évolue? Vous avez fait l'enquête, j'imagine, à un instant T. On a fait Est-ce un qu'on a instant. des éléments de comparaison et peut-être de comparaison européenne aussi? Alors, ces chiffres, en fait, ils sont très cohérents, hein, je dirais, les chiffres que je vous donne pour la France sont, je dirais, à quelques pourcentages près, les mêmes que ceux, je dirais, en Europe. Il n'y a pas de différence significative entre les résultats de la France et les résultats européens. Donc, une consistance. Et pour répondre à la question, en revanche, on n'a pas de point de référence, puisque c'est une enquête qu'on a fait, je dirais, au mois de février sur la gestion de la pandémie. Évidemment, on n'avait pas avant, je dirais,
point de comparaison puisque nous n'étions pas dans une période de Covid. Non, ça serait intéressant, surtout si l'épidémie, j'allais dire, ou si la crise perdure, effectivement, d'avoir une espèce d'évolution, quasiment un thermomètre ou un baromètre, parce que j'ai l'impression que si on avait fait vraiment vous disiez 25 ou 30% des gens avaient peur, ça c'est février 2020, je trouve ça énorme. Si on l'avait fait 6 mois avant, je pense, ou un an avant, ça aurait été un chiffre Probablement, encore plus important. probablement, probablement. Merci en tout cas pour cette synthèse. Et je voudrais justement tout de suite passer la parole et après, encore une fois, on échangera et on aura le débat à nos deux hospitaliers universitaires pour justement qu'ils nous parlent de ce qu'ils ont mis en place à l'hôpital. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de choses, moi, les collègues hospitaliers dans les différentes spécialités ont été d'abord pris un peu de cours lors du premier confinement et puis très rapidement ont mis en place à l'hôpital un certain nombre de dispositifs de consultation pour cloisonner et permettre les soins. Donc, je ne sais pas si c'est Philippe ou Florent qui veut démarrer. Moi, je peux éventuellement commencer. Vous m'entendez ou pas? Oui, très bien, très bien. Ok. Alors, Florent et moi, on a partagé, et François aussi, on partagé les mêmes problèmes, les mêmes sollicitations. Et moi, je dirais que pour revenir à cette période Covid, il y a eu deux périodes. La période entre mars et mai, c'est-à-dire lors du premier confinement, il n'y avait plus de patients à l'hôpital, on ne pouvait plus opérer, on ne voyait quasiment aucun patient. Il y avait une sorte de sidération de la société. Et donc, les gens ne venaient pas. Et là, carrément, les gens refusaient les soins parce que ils estimaient que c'était trop dangereux de venir à l'hôpital. Le deuxième confinement, les gens sont revenus. D'abord, entre mai et septembre, octobre, ils sont revenus. Et ils ont voulu se faire réopérer, se faire prendre en charge à peu près normalement. Par contre, nous, on a été assez rapidement réduits dans nos capacités de chirurgie. Donc, on s'est retrouvé dans un autre problème avec des patients qu'on voyait, qu'on diagnostiquait et qu'on ne pouvait pas traiter si une chirurgie était décidée. Donc là, c'était vraiment problématique, à la fois pour les patients, mais également pour les médecins, parce que quand vous avez le patient devant vous, et ça n'a pas que trait au glaucome, toutes les pathologies étaient concernées, on avait du mal à prendre en charge les patients et il fallait faire des listes d'attente, il fallait faire une hiérarchisation des patients et ça a été très, très, très mal vécu, pas par les équipes médicales parce que notre rôle c'est de traiter, c'est de soigner. Alors sur le plan des dispositions, on va en parler, mais on a tout mis en place très rapidement. Les masques, on en avait malgré tout à l'hôpital en denrées rares, mais malgré tout on fonctionnait. Du plexiglas partout, des lunettes, des appareils, ont une désinfection systématique. Donc, d'un point de vue sanitaire, il y avait une protection. Mais les patients étaient sidérés par et nous aussi d'ailleurs, par cette pandémie au mois de mars 2020. Donc, Florent veut peut-être Oui. partager l'expérience. Bon, en termes de consultation, moi je suis d'accord. Au mois de mars, en fait, à l'hôpital, on s'est vite adapté. On peut dire qu'on a été souple. Les patients pouvaient plus venir accompagnés, donc il y avait moins de monde. On a étendu les horaires de consultation, donc on a écarté les horaires de rendez-vous. On avait des protections sur les appareils, on a limité le personnel, on avait des masques hein, quand même à l'hôpital. Donc en termes d'offres, on avait encore une offre. Mais en fait, c'est les patients qui venaient plus à l'hôpital. On honorait, nous, les rendez-vous, mais les patients ne venaient plus au rendez-vous. Et donc, effectivement, pendant 2, 3 mois, il y a eu quasiment personne. Moi, je dirais globalement, alors c'est à vue de nez, c'est pas des données colligées très exhaustivement, mais je dirais qu'il y avait 20 à 25% des rendez-vous pour lesquels les patients venaient, et 3 quarts des patients, en effet, ne venaient pas au rendez-vous. Alors, en termes de chirurgie, c'était un petit peu différent. Globalement, là, par contre, c'est les autorités de tutelle ou c'est les hôpitaux qui nous ont demandé de ne plus opérer. Et malheureusement, ça a duré assez longtemps. Et je pense qu'il y a des glaucomes qu'on devait opérer ou qu'on aurait dû opérer. Et là, par contre, des fois, les patients voulaient être opérés, mais on n'avait plus la possibilité. Et ça a duré plusieurs mois initialement. Ça a recommencé à l'automne, ça recommence actuellement. Et donc là, par contre, pour l'offre chirurgicale, je pense que c'est nous, hôpitaux, qui n'avons plus assez de créneaux ou plus assez de possibilités. Et la situation, à mon avis, on a accumulé beaucoup de retard et je pense qu'on mettra du temps à résorber ce retard. Et je pense que malheureusement, dans certains cas de glaucome, le retard peut être prédommageable à l'évolution du glaucome. Et donc là, par contre, le problème est différent. Il faudra qu'on puisse rattraper le retard pris dans la prise en charge chirurgicale.
C'est la question qui se pose. C'est est-ce qu'il y a une perte de chance pour les patients? Est-ce que vous estimez qu'il y a une perte de chance? Est-ce qu'elle va être quantifiée? Parce qu'on parle beaucoup des patients Covid, mais moi, je crains beaucoup, dans beaucoup de spécialités. Alors, l'ophtalmologie, on dit c'est fonctionnel, mais ce n'est pas si fonctionnel que ça. Qu'il y ait une vraie perte de chance, est-ce qu'elle sera quantifiée? Alors, enfin, pour parler de mon hôpital, juste à titre d'exemple, c'est un hôpital universitaire important. On avait 600-700 patients en liste d'attente au mois de décembre. Donc, ça représente vraiment un volume chirurgical très important. Et ce que je voudrais dire, c'est en dehors des chiffres qui sont bien sûr importants, mais le vécu des patients. Et moi, j'ai plusieurs patients qui sont venus me voir avec un retard pour leur diagnostic. Ils voyaient moins bien, ils perdaient la vue et ils n'ont pas osé venir à l'hôpital parce qu'ils pensaient que la situation était tellement grave qu'ils ne voulaient pas nous déranger. Ils nous ont dit, mais on ne voulait pas vous déranger car on imaginait que vous étiez auprès de, pris par beaucoup de choses et on n'a même pas voulu venir. Et alors que, et ça c'est vraiment atroce parce que pour un médecin, quand le patient ne vient pas alors qu'il a une souffrance et un symptôme, c'est vraiment très, très difficile. Alors, Mais là, non seulement c'est atroce, mais c'est faux. C'est-à-dire oui, qu'il y a une espèce de discordance entre l'image médiatique ou le fantasme qui est véhiculé d'un hôpital qui déborde avec des malades sur les trottoirs, etc., et la réalité. c'est tout à fait faux, oui, tout à fait. On aurait pu les prendre en charge, évidemment. Au contraire, je dirais que l'activité a quand même diminué, donc on était quand même toujours disponible, ceux qui étaient vaillants. Et oui, oui, c'est évident. Alors, ce qu'il faut dire, si on veut rester sur le glaucome ou si on veut élargir à toute la pathologie ophtalmologique, c'est pas tout à fait la même chose. Le glaucome, c'est une pathologie qui est progressive, mais qui est lentement progressive. Et la plupart des glaucomes, malgré tout, c'est un message d'espoir, sont des maladies est une maladie qui évolue lentement. Donc, si vous voulez, si vous avez un retard d'un mois ou deux dans la prise en charge, si le traitement est poursuivi, on voit que ce n'est pas tout à fait le cas, mais si le traitement est poursuivi, il n'y a pas trop de perte de chance, entre guillemets. Mais dans d'autres pathologies, clairement. Et quand on dit que l'ophtalmologie est fonctionnelle, oui, c'est une fonction. Mais quand on a perdu cette fonction, on ne la retrouve pas. Quand vous avez une arthrose du genou, vous faites opérer par l'orthopédiste. Si vous êtes opéré au mois de mars, c'est très bien. Si vous êtes opéré au mois de mai, bon, c'est pas très grave non plus parce que vous aurez boité, vous aurez eu un petit peu mal pendant 2 mois, mais une fois Mais la l'opération, prothèse, elle va fonctionner après. voilà, ça va fonctionner. Alors qu'en ophtalmologie, ce qui est perdu, souvent, est perdu à jamais. Ouais, je pense, moi je peux rajouter pour les blocs opératoires, on nous a demandé d'arrêter d'opérer et en fait, il y a beaucoup de régions où il n'y a pas eu de première vague, où la première vague a été très faible et en fait, je pense qu'on a beaucoup anticipé quelque chose qui n'est jamais arrivé et on a libéré les anesthésistes, on a libéré le matériel, on a libéré des locaux et finalement, ça n'a jamais été occupé par des patients Covid et je pense qu'on a perdu des mois de blocs opératoires pas utilisés et on Pour aurait rien. pu ne pas les perdre. Et maintenant, il y a une vague qui est un peu plus importante et on se retrouve, on n'a pas opéré pendant plusieurs mois sans avoir de Covid et maintenant, on opère toujours moins et on a des cas Covid et donc, ça fait une longue période, effectivement, avec une activité très réduite Et et qui pour, aurait pu être moins réduite. Comment et, vous évaluez la situation là, dans vos hôpitaux respectifs, ben, Philippe, sur Lyon? Gérald, la situation, on ne parle pas au passé, on parle au présent. On a encore énormément de patients en réanimation. On sait dans tous les hôpitaux, on est à 75-80% et à Paris, c'est encore un peu plus. Mais ce que l'on sait moins, ce dont on parle moins, c'est la fatigue des soignants. Et je discutais ce matin avec la responsable des infirmières anesthésistes de mon hôpital, et elle me disait que les gens sont épuisés, en particulier les gens qui travaillent en réa, sont épuisés moralement, physiquement, parce que depuis 1 an, ils s'occupent que de patients qui ont une pathologie, enfin surtout, et c'est très éprouvant sur le plan moral, sur le plan physique, et il y a beaucoup d'arrêts maladie. Et elle me disait, mais on va à la catastrophe, non pas parce qu'il y a le Covid évidemment, mais parce qu'il y a aussi un épuisement des équipes qui ont travaillé autour des patients infectés par le virus. Donc, on ne peut pas penser de dire on a des lits, très bien. Oui, mais il y a des lits, il y a des équipes autour des lits. On sait très bien que créer des lits, c'est très difficile parce qu'il faut former des gens. Mais même les gens qui sont déjà autour des lits,
ils sont humains et tout humain a des difficultés. Et puis on sait très bien qu'il y a eu beaucoup de contamination avec le virus. On sait également qu'il y a une sorte de défiance des soignants vis-à-vis du vaccin. Donc on est dans une situation qui est compliquée actuellement. Et ce n'est pas que pour l'ophtalmologie, hein, c'est vraiment pour l'hôpital en Dans général. tout l'hôpital. À Grenoble, c'est pareil? Oui, c'est pareil. Effectivement, en termes de gestion du personnel, il y a eu plein de départs, malheureusement, entre mars et maintenant, par lassitude, par fatigue. Et puis, on nous dit, on fait d'une façon, de l'autre, on n'arrête pas de changer, c'est un peu décontenançant. Effectivement, il y a plein de départs de personnel infirmier ou anesthésiste. Et en effet, comme le disait le professeur Denis, on peut craindre que les hôpitaux publics mettent du temps à se réorganiser. Et sans doute, il faudra plusieurs mois avant que l'activité reparte normalement, même après la fin de l'épidémie, même après la vaccination en masse. Donc, le problème, probablement, ne s'arrêtera pas au printemps, même si l'épidémie reflue rapidement. Le problème d'activité ou d'offre en termes de volume d'activité chirurgicale des hôpitaux publics. Et Gérald, à Paris, c'est comment à l'AP Non, à la paix, il y a une pression, il y a une tension sur les réanimations, mais quand on regarde des indicateurs autres, par exemple en médecine de ville, on passera la parole après à François Pollen, mais les réseaux sentinelles de médecine générale, par exemple, c'est en baisse, les hospitalisations sont en baisse, et les services d'urgence, il y a un effondrement de 30 à 40% d'activité. Donc globalement, il n'y a que les réas qui montent, à se demander d'où viennent les malades. Donc c'est clair qu'il y a une tension sur les réanimations, probablement des critères assez hétérogènes d'admission en réanimation. Mais la situation, moi je suis assez frappé par ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que moi j'aimerais bien que les patients qui nous écoutent puissent faire remonter un peu leurs impressions. C'est qu'entre l'impression à l'extérieur de l'hôpital, quand on discute avec des patients, ils disent mais on a l'impression que tous les chirurgiens, tous les médecins, ça déborde, les gens attendent sur les trottoirs, etc. Et la réalité que nous on vit de l'intérieur, elle est complètement différente. Donc c'est pour ça que je pense que le discours alarmiste et anxiogène, même si je peux le comprendre en termes d'épuisement des équipes, de demande de moyens, même en termes politiques, parce qu'il y a un jeu politique derrière cette histoire, je pense qu'il est extrêmement dangereux parce que déprogrammer, ça a des conséquences, vous venez de le dire, des conséquences qui seront graves et qu'on va avoir du mal à rattraper et à quantifier. Et puis, ça a des conséquences sur les pathologies aiguës où les gens n'osent pas venir à l'hôpital. Et puis, au final, les équipes, ça leur tape sur le système aussi, surtout que les infirmières disent « mais attends, c'est pas si la catastrophe que ça, etc. » Mais on nous balade d'un service à un autre. Donc, tout ça est une espèce d'impression d'épuisement, on va, on avance, on recule, on avance, on recule. Et tout ça est assez épuisant. Mais la situation, pour moi, elle n'est pas catastrophique. Non, c'est sûr qu'en décembre, on s'est retrouvé avec un nombre de patients ayant des pathologies lourdes et potentiellement nécessitantes à court terme, et on ne savait plus quoi faire. Et hiérarchiser des patients pour un médecin, c'est presque de la médecine de guerre, où on dit bah, ce patient, il risque de perdre la vue, il a 40 de tension dans l'œil, on va encore attendre un petit peu parce qu'on va lui donner des traitements médicaux et médicamenteux pour que ça continue et qu'on ne l'opère pas. Mais c'est totalement. C'était très dur psychologiquement. Moi, je sais qu'en tant que chef de service, les équipes étaient très tendues et puis on discutait chaque cas, chaque patient et on disait bah, lui, il passera avant. Et ça, c'est très dur. Enfin, psychologiquement, c'est difficile pour un médecin. Peut-être que François veut. Alors oui, on va peut-être passer la parole à François Pollen, qui est ophtalmo-libéral et cofondateur des Points Vision. Comment ça s'est passé déjà en termes d'organisation? J'imagine qu'il y a eu la même sidération les premières semaines, en mars 2020. Alors, du jour au lendemain, on a perdu, sans même les avoir annulés, 97% de nos patients. Lors de la première vague. Hein. Et il y a eu une erreur, mais on apprend de ces erreurs. Hein. Il y a eu une erreur qui a été faite par les autorités, c'est qu'elles ont interdit les consultations de ville en dehors des urgences. Alors évidemment, puisque c'était interdit, les gens ne venaient pas et nous, on n'avait pas de raison de leur demander de venir. Alors ce qu'on a fait très rapidement, en dehors, évidemment, de toutes les mesures sanitaires que Philippe a décrites et qu'on a mis en place très rapidement dans nos centres, puisqu'on recevait quand même les urgences. Mais c'est quoi? C'est 3, 4, 5 par jour. On a mis en place, dans les 8 jours qui ont suivi le premier confinement, de la téléconsultation. On a beaucoup apprécié que dans les ordonnances de l'état d'urgence, il y ait un déblocage de la téléconsultation, qui n'est pas toutes les règles un peu tatillonnes qui s'appliquent habituellement. Et on a bien vu
que dans beaucoup de spécialités, évidemment en médecine générale, la téléconsultation a explosé, mais en ophtalmologie, même si c'était un peu de la médecine de guerre, comme disait Philippe aussi, évidemment, en ophtalmologie, comme on a des machines, il faut faire des mesures, etc. Tout ça, on n'était pas capable de le faire en téléconsultation. Mais par contre, on a mis en place cela et sur tous nos centres, on a dû faire 5 000 à 6 000 téléconsultations sur la première vague. Elle est toujours en place, hein, mais on en fait moins. Même si on en fait un petit peu plus en ce moment. Ça permettait quoi? Ça permettait, de rassurer. Et il y avait un besoin de réassurance incroyable. Et comme les gens étaient terrorisés, qu'ils étaient chez eux, par contre, ils n'avaient pas peur de faire une téléconsultation. Nous, on a fait de la vraie téléconsultation, hein, c'est-à-dire pas du téléphone, hein, en visio, comme ce soir. Et bien d'abord, des gens à qui on avait annulé, même à l'hôpital, hein, l'opération, pour eux, c'était très important. Ils avaient peur d'avoir une perte de chance. Et donc, on leur a expliqué, par exemple, comme on le disait tout à l'heure, que dans le glaucome, 1 mois, 2 mois de décalage d'une opération ou une cataracte, encore plus, ça n'a pas de conséquences. Donc, on les rassurait. Une autre chose qu'on a fait dans le glaucome, c'est qu'il y avait des gens qui donc sortaient plus de chez eux, qui avaient des ordonnances qui n'étaient plus valides. Et au vu de leur ordonnance principale, on a pu prolonger, en général on le faisait pour 6 mois, des ordonnances pour que des patients glaucomateux puissent continuer à aller à la pharmacie acheter leurs médicaments antiglaucomateux. Et puis il y a une chose qui arrivait quasiment tous les jours, alors pas toujours dans la même ville, mais les fameux patients qui avaient des décollements de rétine, etc., et qui n'arrivaient plus à l'hôpital, il y en avait qui nous appelaient et à l'interrogatoire, on comprenait qu'il y avait quelque chose de grave. Eux, ils attendaient parce qu'ils avaient encore plus peur de la pandémie et donc ils ne faisaient rien. Et ça nous a permis de les faire sortir de chez eux en leur disant « Allez aux urgences, c'est très urgent ce que vous avez et il n'y a pas de raison de rester enfermé chez vous parce que si vous attendez 15 jours, 1 mois, vous allez perdre la vue de votre œil. » Et donc, ça a rendu un service. Ensuite, sur la période qui a suivi et les vagues successives, ça a été moins vrai puisque il est prévu maintenant dans les formulaires dérogatoires, de sortie dérogatoire, la possibilité de consulter son médecin à condition que ça ne puisse pas être fait en téléconsultation. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a maintenu la téléconsultation. Mais de ce fait-là, alors que l'activité avait baissé de 97% pendant 2 mois, ce qui a quand même été aussi un problème pour les libéraux parce que ce n'est pas des salariés, donc du jour au lendemain, ils n'ont plus de revenus non plus, hein. C'est quelque chose d'important. On a une centaine de libéraux chez nous, ils se sont retrouvés sans revenus. Mais depuis, comme la sortie est autorisée pour les consultations, puis que les gens ont quand même un peu moins peur parce qu'ils ont commencé à intégrer le virus, on a une activité qui est à peu près normale, sauf Paris Intramuros. Alors là, où c'est le désert, mais tout le monde dit la même chose, hein. Comme tout le monde à Paris est en télétravail, parce que les grosses entreprises ont mis les gens à 100% en télétravail, il n'y a plus personne dans les centres parisiens. Il n'y a plus personne d'ailleurs. Une pression aussi, une pression épidémiologique ou médiatique autour de Paris, on le voit bien avec la question confiner Paris, etc. quoi. Oui, mais même avant qu'il y ait cette nouvelle pression, dans les périodes plus calmes, il y avait quand même, sur nos centres parisiens, c'est 30 à 70% d'activité en moins. Et alors que partout ailleurs, ça déborde. Voilà. Donc, pour rattraper le retard. Oui, exactement. Et puis, par exemple, mais c'est des décalages aussi, parce que nos centres Paris Intramuros sont vides, mais nos centres banlieue
sont pleins à craquer parce que les gens, maintenant, ils vont à côté de chez eux, ils ne vont plus à côté de leur travail. Donc, il y a une modification des habitudes de nos patients dont il faut tenir compte. Mais le principal, c'est qu'ils puissent avoir un rendez-vous. Et on continue donc à faire un peu de téléconsultation parce qu'il y a encore, d'abord, il y a des gens qui sont fragiles. C'est évident que les personnes les plus âgées, c'est mieux qu'elles nous téléphonent plutôt que de se déplacer parce qu'il y a des gens qui pensent qu'un mois de retard de leur champ visuel, c'est grave, alors que ce n'est pas grave. Voilà. Donc, une téléconsultation, ça permet de rassurer la personne. On lui dit, écoutez, vous ferez votre champ visuel dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. C'est pas d'une gravité folle. Voilà comment nous, on l'a ressenti. Mais on a vraiment eu, si on a eu un rôle, malheureusement, en tout cas sur la première vague, un peu comme mes confrères hospitaliers, on était désolé d'être l'arme au pied et de rien avoir à faire. Mais si on a eu un rôle, c'est en faisant ces téléconsultations et en prenant en charge, en rassurant. Tu le disais tout à l'heure, Gérald, il y a un gros problème de réassurance aussi dans ce pays. Ce n'est pas la peine d'affoler les gens sur des choses qui ne sont pas graves. Donc, on a essayé de dédramatiser. Ouais, il faudrait le dire à quelques réanimateurs de plateau. Moi, j'essaye de le faire, mais c'est assez compliqué. Mais je crois qu'il y a un vrai rôle anxiolytique du médecin, qui est notre rôle, qui est un rôle apaisant et qui est assez capital. Je voudrais passer là la parole, et puis je vois qu'il y a des questions déjà qui remontent, donc on y répondra. Posez toutes et tous vos questions. Je voudrais passer la parole à Madame Mettet, qui est à Bordeaux, qui est une patiente, puisque vous êtes bénévole à l'association France Glaucome, pour avoir un peu votre regard, alors qui est un peu biaisé quand même, parce que vous êtes aussi professionnel de santé, puisque vous êtes une ancienne cadre de santé au CHU de Bordeaux, mais là, c'est en tant que patiente, et puis je crois que vous n'exercez plus. Donc, je veux bien avoir, Marie, votre regard sur toute cette crise. Et est-ce que ça va mieux? Donc, oui, c'est vrai, j'ai 2 casquettes. Alors, ma casquette de patient porteuse de glaucome. Moi, j'ai eu une chance extraordinaire de passer entre les gouttes au premier confinement. Je suis suivie très, très régulièrement au CHU. Je suis opérée depuis 2 ans et j'ai un suivi trimestriel, systématique. J'ai eu une chance extraordinaire. Mon rendez-vous s'est passé 2 jours avant le début du confinement et le prochain était programmé le début juin. Donc, c'était extraordinaire. Il n'y a pas eu du tout de rupture, de continuité dans l'évaluation de la pathologie. Pour ce qui a été de la gestion des ordonnances, de la récupération des médicaments, là aussi, ça a été extraordinairement bien géré par les services de la Croix-Rouge de ma municipalité qui s'en est occupée d'une façon très, très professionnelle, comme les services de la Croix-Rouge savent le faire. Donc, il n'y a pas eu du tout, je ne suis pas du tout restée sans médicaments, sans suivi, etc. Voilà. Et pour ce qui est d'autres personnes, puisque, comme vous l'avez dit, je suis patiente bénévole de l'association France Glaucome, nous avons quand même eu des remontées de témoignages de patients. Des patients qui n'ont pas eu notre chance de pouvoir récupérer leurs médicaments, parce qu'ils sont isolés, parce qu'il n'y avait personne pour les aider, parce que dans leur environnement, il n'y avait pas la possibilité d'organiser quoi que ce soit. Des patients qui ont fait un petit peu l'impasse avec leur traitement. Pour quelle raison, Marie? C'est l'anxiété? Oui. Je pense un manque de sensibilisation à l'importance de ne jamais interrompre un traitement. Il y a des médecins qui, sur leur ordonnance, spécifient bien ne jamais interrompre le traitement sans l'avis du médecin. Il y a des patients qui ont des informations orales, mais qui n'ont pas forcément intégré sur le sujet. Des personnes qui se disent, bon, allez, je vais 1 jour sur 2, ça ira bien. Il y a des personnes qui
qui ont interrompu leur traitement parce qu'elles se trouvaient isolées, sans leur aide environnementale habituelle, des personnes qui venaient s'occuper de leur traitement, des voisins aidants, des personnes qui ont des impossibilités physiques de mettre leurs gouttes tout seuls, parce qu'ils sont porteurs d'arthrose cervicale, porteurs d'arthrose aux doigts, porteuses d'arthrose aux épaules. Donc, c'est difficile gestuellement de mettre leurs gouttes. Mais ça, c'est valable période de Covid ou hors Covid. Ah oui, mais là, ils l'ont Oui, fait. mais ils avaient leurs aides habituelles. D'habitude, on n'entendait Qu'il pas n'est remonter plus. ce genre de… Oui, parce que les aidants, comme dit François Oppenel, les aidants étaient aussi confinés chez eux. C'est-à-dire qu'il y a une Voilà, espèce de exactement. Il y peur. avait donc les personnes se sont retrouvées isolées, un peu abandonnées, se sont senties abandonnées. On a eu, nous, parce que on a à Bordeaux, avec l'association France Glaucome, mis en place un relais patient qui est un lien téléphonique qui est une écoute bienveillante des patients qui veulent appeler quand ils se sentent un petit peu en désarroi. Et c'est évident qu'ils ne font remonter que leurs problèmes négatifs souvent et pas ce qui était positif. Et donc, ce que je vous transmets, c'est ce qui nous a été répondu. Voilà, donc il y a eu quelquefois des gens qui n'ont pas suivi leur traitement d'une façon, voilà, bien… manque de compréhension, difficulté physique de le faire et pas surtout, je pense que c'est à nous, bénévoles, qui travaillons justement avec ces patients-là, de bien leur expliquer qu'il ne faut pas interrompre, qu'il faut faire confiance aux soignants, qu'il faut bien écouter les prescriptions, les respecter. Et voilà. Autrement, ce qui les a le plus impactés, c'est l'isolement, le sentiment d'être un petit peu abandonné, pas compris. On leur a envoyé l'âge à la figure, ils n'ont pas admis. Plein de choses comme ça. C'est-à-dire, on leur envoyait l'âge à la figure. En leur disant, bah, écoutez, vous êtes âgé, vous restez enfermé, vous mettez un peu votre vie entre parenthèses. Alors, il y a des gens qui ont mis beaucoup de choses entre parenthèses, alors qu'on aurait pu, je pense, ils auraient pu faire autrement. Mais souvent, il y a des gens qui sont, surtout les personnes qui appellent, qui font remonter leurs petites inquiétudes, sont souvent des gens qui sont un petit peu déstabilisés, désorientés, un petit peu dépressifs. Et là, j'ai l'impression que ça avait accentué leur problème de dépression un petit peu. Mais, Alors, il y a eu la sidération au début, mars-avril. Où est-ce qu'on en est un an après? écoutez, pour l'instant… L'activité de la ligne téléphonique, par exemple. La ligne téléphonique, écoutez, là pour l'instant, je pense qu'avec l'accélération de la vaccination, je pense que ça redonne un petit peu du couleur et puis des sourires aux gens. Mais ça a été aussi un parcours du combattant pour beaucoup, même ici en région bordelaise, pour avoir les rendez-vous. Là, ça se met en place. Moi, la semaine prochaine, je vais être vaccinée. Voilà, donc… Donc, ça remet un peu de baume au cœur, un peu de sortie de crise. Et puis, est-ce que vous avez l'impression que les gens ont quand même moins peur? C'est-à-dire que les gens ont compris quand même que cette pathologie, ce n'était pas non plus la peste ni Ebola? Moi, je pense, enfin, c'est notre rôle, nous, de faire passer le message. Quand on écoute ou quand on a des personnes qui nous relatent leur inquiétude, il faut essayer de positiver. On n'est pas là pour minimiser les choses, on n'est pas là pour les aggraver non plus. Il faut être objectif. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Il n'y a pas une rupture de soins. Il suffit, voilà. Mais bon, c'est vrai qu'en région Aquitaine, la région Nouvelle-Aquitaine est très étendue. Il y a 12 départements. Vous avez des gens qui sont très éloignés des médecins, c'est quelquefois un petit peu compliqué pour nous. En ville, on n'a pas de soucis. Personnellement, moi, personnellement, je n'en ai pas, mais il y a beaucoup aussi de personnes, dans mon cas, qui n'ont pas de problème avec la prise en charge de leur pathologie. Voilà. Mais en campagne, c'est les problèmes de désertification médicale, d'accès à l'ophtalmologiste distant, etc., qui sont des problèmes structurels, qui sont des problèmes avant le Covid, mais que le Covid a aggravé, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà. Et il y a même des personnes qui ont abandonné même leur parcours de soins parce qu'ils disent, bon, à quoi bon, on n'a plus envie. Alors c'est à nous, justement, quand ils nous appellent, quand on les…
quand on les rencontre, justement, de les motiver à reprendre un petit peu leur vie et puis leur dire que bon, il y a encore des choses. Puis ça dépend, je pense que ça dépend de leur degré de handicap visuel. Ceux qui sont vraiment très, très handicapés sont déjà très dépressifs. Et ça n'améliore pas du tout C'est ce que j'entends, le c'est quotidien. l'isolement, le fond un peu dépressif, le besoin d'aide et ce soutien psychologique oui. ou autre, hein, que vous apportez avec l'association. Et donc, Et puis, ce que je retiens aussi peut-être, et vous me dites si j'ai tort, c'est une espèce de grande incompréhension quand même entre les patients assez isolés d'un côté, l'hôpital de l'autre avec l'image, le fantasme de l'hôpital débordé, et finalement des professionnels qui étaient pourtant là, aussi bien à l'hôpital ou en ville, qui étaient là pour les accueillir, mais on a l'impression qu'il y a une espèce de fossé ou d'incompréhension entre les deux, ou en tout cas une communication qui n'a pas été faite. Voilà, mais je pense aussi que ça dépend du milieu socioculturel, des convictions et des valeurs personnelles. C'est multifactoriel. Hein, Et que ça a creusé les inégalités. Oui, moi je trouve très, très franchement. Il y a des gens qui ont très, très bien vécu cette période d'isolement. D'autres qui l'ont bien moins vécu. Personne n'est égal devant ce fait. Voilà. Mais on va continuer à avancer parce qu'on arrive finalement dans le débat. C'est qu'est-ce qu'on fait maintenant et comment on évite ces retards de soins, comment on évite cet isolement, comment on évite les retards dans le dépistage. S'il y avait deux mesures à mettre en place, Marie, puis après on repassera la parole aux professionnels. Trois mesures à mettre en place extrêmement rapidement. La ligne téléphonique que vous avez mise, il faudrait l'étendre au niveau national. Bien écoutez, ça a été fait, c'est l'association France Glaucome, l'a mise il n'y a pas très très longtemps. Ils ont partagé la métropole, l'Hexagone en 4 et il y a donc 4 écoutants pour 4 régions différentes avec des lignes qui sont visibles sur le site de l'association France Glaucome où les gens peuvent voir à quelle région ils appartiennent, le numéro qui correspond, ils peuvent appeler à certaines horaires, tout est expliqué, tout est bien défini. Et là, vous avez, les personnes sont aussi des patients, hein, donc qui connaissent le problème, les difficultés, les aides qui peuvent être apportées, parce que c'est l'objectif. Mais ils ne rentrent absolument pas dans le débat médical, ce n'est pas leur rôle. Voilà, donc c'est surtout aide, assistance, orienter, informer, rassurer. Et ça, c'est un lien qui est primordial, notamment avec les soignants. C'est excessivement important. L'autre lien, c'est la téléconsultation. Bonne solution? Je ne sais, pour certaines choses basiques, oui. Quand les choses sont beaucoup plus, comment vous dire, approfondies, il n'y a que le lien avec un service hospitalier ou un cabinet médical vraiment très très bien outillé, informé sur tout ça. Mais autrement, mais ça peut être une bonne solution. Nous, ce que nous aimerions, c'est que nous avons eu un arrêt brutal d'un projet qu'on avait mis en place justement parce qu'il y avait une grande demande. On avait créé en fin 2019 un espace rencontre avec, comment vous dire, c'était parti d'une discussion qu'on avait eue avec des patients qui échangeaient sur leurs petites difficultés, leurs maladresses dans la vie quotidienne, comment on pourrait faire pour améliorer la vie, pour que la vie avec le glaucome soit plus belle, qu'on puisse la vivre le mieux possible, avec le sourire. Et donc, c'était bénévole et patient, un espace de rencontre bénévole, patient, voilà. Pas de professionnel de santé. Et donc, comme j'avais un pied encore, quand on est cadre de santé un jour, on l'est toujours. Donc, on a toujours été formé à l'écoute, à la formation, à l'éducation. Donc, on avait dit, on va essayer de créer un petit moment de rencontre pour échanger là. Et puis, on a été encouragé, soutenu par la direction du CHU de Bordeaux. On a travaillé en concertation
et avec le concours très actif du professeur Cédric Schweitzer, donc, qui est ophtalmologue, hein, spécialiste du glaucome au CHU de Bordeaux à Pellegrin. Nous avons créé donc fin 2019 un espace dédié à l'accueil des personnes touchées par le handicap du glaucome, et 2 fois par mois au service des consultations ophtalmo du CHU, au moment des consultations dans le service. Des bénévoles de l'AFG offraient un temps de rencontre, de dialogue, d'échange avec les personnes en recherche d'informations. Et on voit bien ce qui manque, c'est ça, hein, c'est ce lien et c'est cette période un sur peu la vie quotidienne, voilà, les recherches en vie quotidienne. de réseaux, de soins de professionnels paramédicaux, les informations sur les aides techniques. Ouais, de coordination finalement. De coordination. Voilà, d'accueil, voilà. Marie, je vais repasser la parole à nos amis ophtalmo pour avoir un peu leurs solutions aussi. Donc, on a vu, vous, ligne téléphonique, espace de rencontre en solution, la téléconsultation peut-être. François, pour la ville, comment on évite les retards de soins et de dépistage? Une ou deux mesures? D'abord, moi, je voudrais rendre hommage à nos secrétaires et nos paramédicaux, nos orthoptistes, parce que l'air de rien, les mesures sanitaires sont très compliquées à gérer dans un cabinet médical. Ça ralentit beaucoup l'activité à une époque où il y a beaucoup de patients qui veulent être pris en charge. Donc, ça leur donne un surcroît de travail très important et je voudrais qu'on les salue ce soir et qu'on pense à eux, à elles. Ensuite, moi, il y a quand même un message fort, puisqu'on est sur le glaucome, c'est qu'un traitement contre le glaucome, il ne doit pas être arrêté, par contre. C'est vrai que c'est une maladie où on peut attendre pour des gestes de suivi ou interventionnels, mais par contre, le traitement, il doit vraiment être maintenu tout le temps. Que si l'ordonnance n'est plus valide, on a eu la chance aussi dans les ordonnances, enfin quand je passe des ordonnances gouvernementales, que les ordonnances ont été prolongées de 6 mois, mais après ça peut ne plus suffire. Et ça, il est important qu'un patient dont l'ordonnance n'est plus valide puisse être pris en charge par un moyen ou par un autre, et donc qu'il ait la possibilité de consulter ou de téléconsulter pour que le traitement ne soit pas interrompu. Et si on veut tout comprendre, moi, je ferai référence à une bande dessinée qui a été faite sous l'égide par l'UNADEV, sous l'égide de Philippe Denis, et qui est extraordinaire pour comprendre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Là, voilà. Sur le Covid. Ah voilà, pub. Allez, non, Philippe. non, pas sur le Covid, sur le glaucome. Sur le glaucome. Alors, Philippe. Sur le Covid, c'est mon bouquin. Je sais pas. Alors, allons-y, on ne le voit pas, là. On le voit pas. Non, je ne sais pas parce qu'il y a le fond. Je ne sais pas où il faut le mettre. Devant ton visage, mets-le devant ton visage. Voilà. Voilà, crise sanitaire, pourquoi il faut presque tout changer. Mais ça, c'est plus un bouquin politique que. Non, c'est oui, qu'est-ce qu'il faudra faire après pour que ça aille mieux, notamment en médecine de ville. Bon, ben, je vais le lire, on pourra même en parler. Philippe, puisque la transition a été faite, à l'hôpital, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter les retards de soins, de dépistage? Respect des gestes barrières, vaccin. Je pense quand même qu'on sort quand même du problème. Les 2 premières vagues, on nous avait interdit de voir des patients, donc les patients ne pouvaient même pas venir. Ils ne pouvaient pas rentrer, donc ils ne venaient pas. Là, je pense qu'on a un petit peu dédramatisé, entre guillemets, la prise en charge des patients. Ça va beaucoup mieux. Le masque. Sauf qu'à Paris, ça a des programmes à tour de bras, qui a besoin des IAD, donc on les sort des blocs d'ophtalmo. Ça va durer 1 mois. Et avec le vaccin qui monte, on le voit dans les pays où la vaccination est forte, la pression sanitaire va diminuer. Donc là, je pense que Paris, on espère une queue de comète, parce que peut-être que il y a beaucoup de patients, mais je pense mais je rejoins tout à fait ce que dit François. Le diagnostic du glaucome et son suivi peuvent attendre, le traitement n'attend pas. Et l'observance thérapeutique doit être bonne. Alors, le nombre de flacons de collyre a diminué de 10 ou 20% durant la période. C'est énorme. C'est-à-dire que les gens ont arrêté leur traitement. Et donc, je voyais une question là tout à l'heure défiler.
quelqu'un qui disait qu'il ne prenait pas régulièrement son traitement antiglaucomateux le matin, bah, c'est très mal. Voilà. Ouais, Je peux dire quelque chose, c'est que c'est très mal. Il faut absolument y penser. Ouais, Il y a beaucoup de traitements. Est-ce que ça peut aggraver ma maladie? Réponse oui. Ah oui, bien sûr. oui, oui. Ok. Puisqu'on est, allez, on va enchaîner sur les questions et comme ça, Florent, tu pourras aussi nous donner un peu ton sentiment sur peut-être une ou deux choses à faire. Quelqu'un nous demande, j'aimerais savoir si un glaucome, nous sommes des personnes à risque. Alors, à risque de Covid grave, non, clairement. Enfin, Non. voilà, en tant Ni le qu'animateur, glaucome, ni les non. traitements du glaucome n'interfèrent avec le risque d'infection. Ok. Donc, ils ne sont pas prioritaires pour la vaccination. Malheureusement, ce n'est pas le glaucome qui rend prioritaire. Bon, en Donc, revanche, non. on rappelle les critères de vaccination et de priorisation. C'est entre 50 et 74 ans, plus de 75 ans bien sûr, mais entre 50 et 74 ans avec des comorbidités, mais des comorbidités cardiaques, respiratoires, cancer, chimiothérapie, etc. Puisque tu avais la parole, Florent, des choses un peu à améliorer. La téléconsultation, vous la pratiquez à l'hôpital? Non, la téléconsultation, je voulais en reparler. Alors, comme a dit François, on peut éliminer une urgence, on peut rassurer un patient, on peut éventuellement renouveler un traitement pour quelques mois, mais on ne peut pas diagnostiquer ou suivre un glaucome en téléconsultation. Il faut des examens complémentaires pour suivre un glaucome, voir s'il évolue. Donc, malheureusement, dans le domaine du glaucome, c'est quand même pas une méthode miracle et ça remplace pas la consultation physique en présentiel chez l'ophtalmo. Donc, à mon avis, ce qu'on peut dire aux patients, que ce soit une consultation hospitalière ou libérale, allez chez l'ophtalmologiste quand vous avez un rendez-vous. Il y a beaucoup de régions, il n'y a pas beaucoup d'ophtalmologistes. Si vous ratez le rendez-vous, ça sera reprogrammé dans 6 mois, dans 8 mois, dans un an. Donc, surtout, rendez-vous à vos consultations. Et donc, la télémédecine, on ne peut pas encore suivre un glaucome, malheureusement, en télémédecine. En télémédecine. On va enchaîner avec les questions. Je voudrais un petit mot de Catherine. Comment votre laboratoire s'entraîne? On voit bien qu'il y a des problèmes de communication là, dans l'histoire. On voit bien que les patients on manque parfois un peu d'informations, de communication. Est-ce que votre laboratoire, par exemple, c'est quelque chose que vous pourriez faire? Alors, c'est quelque chose qu'on a essayé en fait, de mener notre pierre à l'édifice. On a eu une campagne de communication en fait sur la radio en fin d'année dernière où effectivement le message était ne perdez pas de vue votre glaucome. C'est important, je dirais, de suivre son glaucome et donc de bien prendre son traitement. Donc on a eu une campagne de communication et bien entendu après on peut réfléchir à ce qu'on peut faire pour aider à la communication vis-à-vis du patient. C'est un peu, je dirais, l'objectif également de cette enquête, d'avoir une meilleure appréhension, je dirais, de ce qui se passe et de pouvoir, dans la mesure du possible et dans la mesure des éléments sur lesquels on peut communiquer, on reste un laboratoire pharmaceutique sur comment est-ce qu'on peut aider à la fois, je dirais, au dépistage, mais surtout à la bonne compréhension, en fait, pour les patients du bon suivi de leur maladie, tout simplement. Sur l'information, j'ai oublié de dire quelque chose tout à l'heure. Parce que comme le disait Florent, il ne faut pas louper ce rendez-vous. Nous, ce qu'on a fait, et j'encourage mes collègues ophtalmo à le faire, c'est qu'on a envoyé mail et SMS à tous nos patients qui avaient des rendez-vous pour leur confirmer que les rendez-vous étaient bien maintenus, même aux heures de couvre-feu. Sachant qu'il y a une dérogation pour les médecins et que les rendez-vous sont tous maintenus. Mais souvent, les patients ne viennent pas parce qu'ils pensent que c'est annulé. Oui, il y a un rôle, nous les médias, on a un rôle de faire passer ce message. Les praticiens ont un rôle et les secrétaires, comme tu le disais, ont un rôle pour rappeler un peu, c'est peut-être plus simple en libéral ou en tout cas, vous le faites plus que nous, on le fait à l'hôpital. Et puis la communication institutionnelle, dont Catherine parlait, avec des messages qui peuvent être passés et qui sont des messages d'éducation sanitaire. Et c'est là où on voit qu'il y a une espèce de grande chaîne avec des partenaires dont l'industrie en fait partie. J'ai une question sur la vaccination. Est-ce que le vaccin contre la Covid peut avoir des effets secondaires sur mon glaucome, sur l'évolution de ma maladie? Je voudrais garder le peu de vision qu'il me reste à 56 ans. Non. Non, ce n'est pas connu, mais on n'a pas encore beaucoup d'études, mais a priori, il n'y a aucune raison de le penser et il n'y a aucune donnée constatée pour l'instant qui laisserait penser ça. Donc faites-vous vacciner et vraiment. La seule chose qui a été publiée sur l'ophtalmologie, c'est très limité, c'est qu'on a réussi parfois à trouver du virus dans les larmes. C'est la seule chose qui a été publiée, à ma connaissance. Mais sans conséquences cliniques. Sans conséquences cliniques. D'ailleurs, c'était un des symptômes au début que les collègues de l'Est disaient, on voit beaucoup de conjonctivite.
Et effectivement, les irritations oculaires étaient dans les symptômes. La conjonctivite, c'est un mode d'entrée dans la maladie. Hein. Ouais. Clairement. Et le premier ophtalmologiste en Chine était ophtalmologiste et il est mort du Covid en voyant des patients qui avaient des conjonctivites. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est ce qui nous a été dit, mais parce que c'est un peu compliqué aussi de savoir la réalité des choses. Est-ce qu'une contamination à la Covid peut déclencher ou aggraver un glaucome non diagnostiqué? Non, 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 non. Pas Il n'y a aucun d'interaction. lien entre Covid, traitement utilisé contre le Covid et déclenchement d'un glaucome ou évolution d'un glaucome. Donc non, aucun risque. Il faut bien expliquer aux patients que même s'il y a le mot hypertension, ça n'a rien à voir avec les vaisseaux. Voilà. C'est vrai. Oui, donc c'est effectivement de l'hypertension dans l'œil, mais pas de l'hypertension comme Dans les vaisseaux. l'hypertension artérielle. Artériel. Est-ce que les cabinets médicaux ont été aussi peu fréquentés que les hôpitaux? Bah oui, tu le disais, François, avec moins 90%, moins 97% au pic de la crise. Les hôpitaux ne font-ils pas plus peur par leur taille? C'est vrai qu'il y a encore cette peur des gens. Et moi, je le vois sur les pathologies. Pendant la crise, il n'y a pas eu d'AVC. Nous, on a encore 30 à 40% de baisse des fréquentations. Ça veut dire que clairement, les hôpitaux ont l'air de faire peur. Et pourtant, on s'est organisé comme en ville, comme à l'hôpital. Mais c'est compréhensible que les gens le pensent là parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup de monde à l'hôpital et ils savent qu'il y a tous les cas graves. Donc, du coup, ils se disent, si on croise dans un couloir un brancard avec un patient qui est infecté, on risque peut-être de l'attraper. Donc voilà, je crois que ça vient un petit peu de là. Ouais, ce qui est renforcé d'ailleurs par les clusters qui sont des clusters hospitaliers. Ouais. Oui, et comme il y a eu beaucoup de communication dessus ces derniers jours, ça n'arrange pas. J'en suis désolé. Tout à l'heure, à 19h45, dans 15 minutes, je vais essayer un peu de calmer, d'avoir un discours un peu, non pas rassuriste, parce qu'il faut faire très attention, mais en tout cas pas alarmiste, parce que je trouve qu'il y a vraiment une espèce de sinistrose et d'alarmisme ambiant qui a des conséquences. On l'a vu là sur vos déprogrammations. On parle de chirurgie. Tiens, une question. Ma chirurgie ne donne pas de bons résultats. Est-ce que je peux me faire opérer de nouveau? Alors, ça dépend de quoi? La chirurgie du glaucome, c'est une question différente du Covid, mais alors la chirurgie donne globalement des bons résultats. Il y a des cas d'échec, dans 10, 15, 20% des cas. On peut être par la même technique ou par d'autres techniques, oui, on peut réopérer du glaucome. On opère parfois, plusieurs fois. C'est très rare globalement, mais parfois on opère plusieurs fois un même patient glaucomateux. donc, monsieur ou madame, allez reconsulter votre chirurgien et reposez-lui la question. Et vous pouvez le consulter puisque les opérations, sauf si c'est à Paris et que ce n'est pas de bol, ça a été déprogrammé, mais globalement, ça y est, ça a repris. Oui, puisqu'il faut dire que la chirurgie est efficace. Avec le temps, et on peut voir qu'il y a une petite diminution d'efficacité de la chirurgie et les patients peuvent reprendre un traitement médical. Mais en général, le traitement médical qu'ils reprennent est moins important que ce qu'ils avaient avant la première chirurgie. Peut-on suivre un glaucome en télémédecine ou du moins renouveler son traitement en consultation vidéo? Oui, on peut faire le suivi. Après, la tonométrie, on ne peut pas aller mesurer la pression. Non. Non, et puis il faut quand même faire un OCT tous les X temps et un champ visuel. Et ça, il faut se rendre dans un endroit où il y a le matériel. Mais Non, à docteur ce jour, on peut Pelen, pas. La seule est-ce qu'il n'y a pas des possibilité, c'est risques d'aller à chez faire un un OCT? orthoptiste qui fait les examens, qui les envoie à un médecin, qui les interprète à distance. Mais faire complètement de chez soi un suivi de glaucome, comme l'a dit François, on n'a ni la pression, ni l'OCT, ni le champ visuel, c'est pas possible. Par Mais contre, professeur Aptel, professeur Denis, docteur Pelen, est-ce qu'il n'y a pas un risque à faire comme ça, une tonométrie, un OCT? Est-ce que je risque pas d'être contaminé? non. Non, on désinfecte les appareils, non, il n'y a pas de risque. Comme le disait le professeur Denis, initialement, on a dit que la tonométrie, ça dispersait les larmes, parce qu'on envoie un petit jet d'air, ça dispersait un aérosol de larmes, et en fait, il n'a pas été montré que ça pouvait contaminer. Donc, globalement, il n'y a aucun risque à aller chez son ophtalmo faire un suivi de glaucome. Par Il contre, n'y a eu aucun cas publié. un petit conseil utile pour les patients, si le patient ne peut pas se rendre à l'hôpital, s'il ne veut pas, s'il ne peut pas, et s'il est à court de médicaments, je pense que s'il envoie un mail à son médecin qui le connaît, je pense que tous les médecins, et on le fait quotidiennement, on leur renvoie des ordonnances pour prolonger l'ordonnance, qui peut être prolongée d'un point de vue statutaire, mais qui peut être aussi renouvelée. Et la plupart des pharmacies acceptent des PDF. Et donc, c'est un moyen de ne pas arrêter le traitement. Ce qui est important, c'est de ne pas arrêter. Après, je dis, si Nous, on le fait en téléconsultation. Comme ça permet de vérifier quand même qu'on ne passe pas à côté de quelque chose, mais il ne faut pas non plus que ça devienne un moyen d'échapper à la consultation. Voilà. Oui, c'est temporaire pendant la période actuelle. Oui.
C'est vraiment Montre- de la médecine de guerre quand même, hein, de prolonger Oui, l'ordonnance. et puis on n'en est plus, on était peut-être là au mois de mars 2020, on n'en est plus là quand même, quoi. Mon traitement contre le glaucome me sèche les yeux. Avec le masque et le souffle d'air qui passe au-dessus, oui. c'est pire encore. Que me conseillez-vous? Gardez le masque, et puis effectivement c'est très gênant. Alors on peut utiliser à mon avis le mieux c'est de mettre du scotch sur le masque au niveau de la racine du nez. Ça permet de plaquer le masque et d'empêcher que la buée ne remonte. Sinon, vous pouvez acheter en pharmacie des sous-masques en plastique qui sont des sortes de grilles, des grilles en plastique souple et qui vous donnent un petit peu d'espace sous le masque. Donc le scotch et le sous-masque. Alors, il y a plus Mais moderne ça que le assèche scotch. les- Il y a même une société qui a inventé une espèce de petite pince, là. Je sais pas Oui, comment c'est ça, ça, pince à masque. et tout mais ça, ça assèche les larmes, mais ça n'a pas de rôle sur le glaucome, hein. D'accord. J'ai raté mon rendez-vous en avril et mon ophtalmologiste n'a pas de place à me proposer avant plusieurs mois. Que faire? Surtout déjà ne pas arrêter son traitement, c'est ce qu'on a dit. Et puis il faut retrouver s'il perd quelques mois, si le traitement n'est pas arrêté, c'est pas catastrophique. Surtout ne pas arrêter le traitement. Il faut qu'on recontacte son ophtalmo ou un autre. Il faut avoir un rendez-vous effectivement pour le suivi. D'accord. On nous parle des corticoïdes qui sont donnés aux personnes en réanimation ou sous oxygénothérapie. Est-ce qu'une infection par la Covid ou les traitements donnés, donc la cortisone, en cas d'infection, vont augmenter la pression dans l'œil et faire évoluer le glaucome? La cortisone par voie générale fait monter la tension oculaire. C'est vrai que chez un patient glaucomateux, ce n'est pas très recommandé d'utiliser des corticoïdes sur le long terme. Enfin, je pense qu'en réanimation, et si on a besoin d'utiliser la dexaméthasone, c'est pour une durée relativement courte, malgré tout, de l'ordre d'un mois à peu près, un mois, 2 mois. Je pense que de toute façon, le choix est vite fait entre le risque de faire monter une petite tension et le risque respiratoire. Il y a un risque vital, bien sûr. Et puis, de toute façon, la dexaméthasone, elle est donnée sur des périodes très courtes, hein, notamment Oui, pour les patients qui sont oxygénorequis, qui ont besoin d'oxygène. Ça, je mets ma casquette de réanimateur et d'urgentiste. Et c'est sur une période qui est effectivement très courte. Le temps de passer un cap, en fait, il y a un cap à passer. On a trop attendu au mois de mars et les gens étaient dans un état où on les prenait trop tard en réanimation, malheureusement. Maintenant, on les prend en charge beaucoup plus précocement. Et ça, c'est quand même extrêmement important. Je lisais les recommandations de la Société française d'ophtalmologie qui disait que la tonométrie AR n'était pas recommandée car elle était susceptible de répandre des gouttelettes infectées. Tout ça, c'était mars 2020. ça, Oui, ça a ça datait été- du mois de mars. oui, Après, on a oui. eu des données qui ont montré qu'il n'y avait pas de risque. Il n'y a pas eu Donc, il n'y a pas de risque. Donc, on rassure tout le contamination monde et il n'y a pas de rapportée. risque. C'était par maintenant, on peut être prudence, rassurant. hein. Ils ont eu raison, c'était par prudence. Non, j'ai participé à cette recommandation en tant qu'expert du glaucome, et en fait, on s'est aperçu que le jet d'air, ça peut être effectivement envoyer des petites projections, mais prendre la tension au travers du masque, au travers d'une plaque de plexiglas avec un tonomètre qu'on appuie sur l'œil, c'est quasiment mission impossible. Donc, Je vois ça. Alors, le message, c'est qu'on rassure tout le monde, consultez, n'arrêtez pas vos traitements. Je suis désolé, je vais être obligé de vous laisser parce que je suis dans 6 minutes à l'antenne et puis je crois qu'on a fait le tour des questions. Je voudrais vraiment vous remercier, professeur Abtel, Denis, docteur François Pelaine, les laboratoires Centaine aussi, parce que c'était riche. Marie Mettet, notre cadre, mais surtout représentant d'associations de patients, et l'UNADEV, parce que je pense que c'était, c'est sûr, c'était à votre initiative, mais c'était une très bonne initiative justement. Voilà, je vous remercie. Et puis, moi, je vais essayer de passer les bons messages à la télé parce que je vois bien que la communication, elle est importante. Merci à tous. Merci. Merci. Bonne Merci. soirée, Au revoir. merci à l'UNADEV. Merci.